Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le lundi 28 septembre 2020. Bienvenue dans À l'air libre. Au programme, notre invitée Alice Coffin, activiste lesbienne, conseillère écolo de Paris. Elle publie Le génie lesbien, un essai intime et politique, ce n'est jamais dissocié, où elle interroge le concept de neutralité. Retour sur l'affaire Girard, qui justement empoisonne les relations au sein de la majorité d'Anne Hidalgo à Paris. Mediapart révèle de nouveaux éléments. Enquête signée Antoine Rouget et Marine Turki, qui est sur ce plateau pour en parler. Puis direction la Thaïlande, où la fronde contre la monarchie et le régime militaire ne faiblit pas. Des manifestants, des jeunes et des moins jeunes sont dans la rue depuis mi-juillet. On joindra Laure Sigel à Bangkok. Bienvenue dans À l'air libre, épisode 9, saison 2. Elle milite pour les droits LGBT depuis des années. Elle est élue au Conseil de Paris et elle a été révélée au grand public cet été par ce qu'on appelle désormais l'affaire Christophe Girard. Alice Coffin est dans À l'air libre. Bonjour Alice Coffin, bienvenue. Bonjour, bonjour. Marine Turki, à côté de moi, je me dois par honnêteté intellectuelle de dire qu'on a des amis communs, qu'on s'est donc déjà croisés en tant que journaliste. Marine et moi, on vous a déjà nécessairement croisés, car vous aussi, vous êtes journaliste, activiste, élu. Vous publiez Le génie lesbien chez Grasset. C'est la maison d'édition qui édite Vanessa Springora et Virginie Despentes. C'est aussi celle qui édite Raphaël Enthoven, BHL, Yann Moix. C'est comme ça. Hein. Pourquoi ce titre, Le génie lesbien ? Le génie lesbien, c'est une formule à la fois très performative, parce que je pense qu'il y a besoin d'entendre le mot lesbien et de le conjuguer avec de la joie et avec du génie. C'est une formule qui vient du nom qu'on avait donné en 2019 à la conférence européenne lesbienne, où on disait qu'on allait apporter le génie lesbien au monde. C'est ça, c'est que ce mot, lesbienne, il devait apparaître absolument. Oui, et d'ailleurs, il est beaucoup, peut-être pas à chaque page, mais vraiment pas mal, parce que précisément, il y a une volonté d'effacer, d'invisibiliser ce mot-là, de le rendre limite sale, imprononçable. Et donc, c'est d'autant plus important d'arriver à l'écrire. Et vous parliez de Grasset au début. Je pense que c'est pas anodin, moi, que j'ai voulu y aller sur une maison d'édition justement grand public. Qui ne publie c'est ce que vous dites dans votre livre, entrer d'une certaine manière dans ce qui est grand public avec des idées radicales. Eh bien, c'est exactement ça. Je crois vraiment beaucoup à ça, arriver à entrer dans un système et continuer, parce que je ne crois pas beaucoup aux trucs qui disent vous perdez votre âme si vous allez par là, il faut rester... moi, je reste à fond activiste, mais ça ne m'empêche pas de publier dans une grande maison d'édition, et je pense de dire certaines choses de manière extrêmement crue. Et puis, sur un autre aspect que vous avez rappelé, d'aller aussi dans un système politique et de maintenir des opinions et des comportements conformes à ceux que j'ai depuis une dizaine d'années. Alors, Le génie lesbien raconte votre parcours de lesbienne, de journaliste, d'activiste. Et ce que c'est qu'être lesbienne en France aujourd'hui. Alors, c'est quoi ? Alors, être lesbienne en France aujourd'hui, c'est déjà lutter pour exister, pour apparaître. Moi, je vais le dire de mon propre point de vue, parce qu'il y a beaucoup de façons différentes d'être lesbienne aujourd'hui. D'ailleurs, À l'air libre s'en est fait aussi l'écho. Et c'est important de voir ça. Donc, moi, de mon point de vue là, ce que je travaille en particulier, c'est notamment l'accès à la parole médiatique. Et ce que je constate, c'est que c'est extrêmement compliqué. On l'a vu depuis des années, depuis 2012, que dure par exemple la discussion sur la PMA. Ça a été extrêmement compliqué d'entendre des lesbiennes, des militantes lesbiennes à ce sujet, alors qu'on pourrait penser précisément que ce sont elles qui devraient avoir en primeur la parole. Et c'est ça qui est détaillé. Il y a aussi une histoire de la PMA et de la difficulté de faire émerger ce mot-là, parce que je pense qu'il fait encore très peur, en fait, le mot lesbienne. Et vous avez aussi milité au collectif La Barbe. Et alors, on apprend avec... on sourit et on a envie de pleurer en même temps, qu'avec les choses qu'ont pu dire des intellectuels ou des gens moins intellectuels, l'intellectuel Pierre Rosanvallon, si j'avais su, j'aurais mis un soutien-gorge aujourd'hui. Et puis le moins intellectuel Gérard Longuet, ministre de la Défense quand même. J'aime les femmes, j'ai une mère, une femme, 4 filles, et quand j'ai un chien, c'est une chienne. Ouais, c'est bizarre, on n'est pas étonné. Mais on est quand même
atterré. Ouais, mais la Barbe, c'est un collectif qui est ma matrice, en fait. Et pourquoi? Parce que c'est le fait d'aller dans des assemblées qui sont à majorité composées d'hommes et faire irruption comme ça. Et je crois qu'autant que l'action, c'est les réactions de ces hommes-là qui m'intéressent. C'est-à-dire de servir de révélatrice, en fait. Et de voir, justement, vous avez cité des expressions qu'on n'entendrait pas, mais qui sont en fait les tréfonds des structures, de la façon dont les hommes fonctionnent entre eux quand ils sont à l'abri des regards, de la façon dont le système de la domination masculine travaille comme ça au quotidien. Et ça, tout à coup, on a des députés qui se permettent de dire montrez vos seins, connasse. Tout à coup, ça sort, ça sourd. Et pour moi, l'activisme, il est là pour ça aussi. Il est là vraiment pour servir de révélateur et du précipité, en l'occurrence, du sexisme. Alors, votre activisme, justement, il a conduit à une situation particulière en ce moment à la mairie de Paris. À cause ou grâce à vous, ça c'est une question de point de vue. Voilà, ça chauffe en ce moment à la mairie de Paris et ça chauffe depuis ça. Depuis une manif de féministes devant la mairie, elle reproche à Hidalgo de renouveler Christophe Girard comme adjoint à la culture. Bienvenue à Pédoland, la honte, en cause l'amitié de Girard avec Matzneff, l'écrivain visé par une enquête pour viol sur mineur. Vous aussi, vous manifestez avec d'autres élus écolos, mais pas que. On voit Daniel Simonet de la France Insoumise. Et puis, ce genre de pancarte encore. Anne, t'es sérieuse, #tolérance zéro. Pour Hidalgo, ça ne passe pas. Le lendemain, on est le 24 juillet, au Conseil de Paris, riposte. Elle permet au préfet l'allemand une standing ovation pour Girard. Adresser juste un salut républicain à M. Christophe Girard, qui nous a donné hier, m'a donné hier, une grande leçon de dignité. Et je veux saluer l'homme. Je ne parle pas aux politiques, je ne suis pas là pour ça. Puis elle-même lui renouvelle son amitié. Comme vous, je suis attachée au respect des personnes, au respect du droit, au respect des institutions. Et bien sûr, j'ai une amitié au-delà de tout ce respect pour Christophe Girard que je veux encore renouveler ici. Ce à quoi vous avez réagi comme ça. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Et après, votre micro a été coupé. Ouais. Vous savez pourquoi? Par qui? Non, j'ai demandé, mais bon. Silence, mais c'est pas la moindre des bizarreries qui ont lieu lors de ces... Non, mais ça me fait encore un choc, en fait. Oui, parce que ça, c'était il y a 2 mois. D'accord? Donc, c'était il y a 2 mois. Aujourd'hui, avec le recul, comment vous voyez cette séquence? Ça me fait un choc. Non, parce que c'était terrible. Et ça reste encore plus terrible, j'allais dire, depuis... Moi, à l'époque, quand je fais ça, je le fais sur les points de vue de ce qui est sorti comme information sur les liens entre Christophe Girard et Gabriel Matzneff. Et je le fais alors que n'est pas encore sorti l'article du 16 août du New York Times où il y a des accusations portant sur Christophe Girard lui-même. Donc, avec les informations qu'on a depuis, avec tout ce qui s'est passé, c'est encore plus terrible de revoir ça. C'était un moment quand même... particulièrement grave et par ailleurs assez antidémocratique qu'une assemblée se lève comme ça, presque à l'invitation d'un préfet de police, et pas n'importe quel préfet de police, c'est quand même extrêmement violent. La maire de Paris vous a immédiatement déclaré exclue de sa majorité, ce qui signifie quoi? Puisque vous n'êtes pas non inscrite, vous êtes dans le groupe écolo, vous y siégez toujours. Ouais, alors moi je comprends pas, enfin moi je suis très nouvelle dans le champ politique et ces histoires de majorité, ces histoires de séquences politiques, je ne les comprends pas du tout. Ce que je vois, moi, dans cette histoire, c'est qui introduit absolument sans concession du féminisme en politique. Et du féminisme qui est du féminisme. Ce que je veux dire, c'est que de rien renier de ces positions-là. Et comment, quand réellement on en vient au cœur de... Alors on lutte ou pas contre les violences sexistes? Alors on lutte ou pas contre les violences pédocriminelles? Ou en fait c'est du blabla tout ça? Et ça rejoint des choses, moi, que j'essaye de porter dans le livre, de dire une fois que vraiment on commence à dire les choses extrêmement explicitement, extrêmement crûment, extrêmement publiquement, qui est encore avec nous? Qui est encore avec les militantes féministes? Alors heureusement, un paquet de monde, et ça d'ailleurs merci, parce qu'il y a vraiment un soutien massif, et ce qui rend d'autant plus compliqué, je trouve, ou d'autant plus flagrante, la fracture en fait, que Paris en commun, enfin Anne Hidalgo est en train de créer avec, je trouve, une partie de la société, en tout cas toute une partie du mouvement féministe, pour qui... son comportement est une aberration. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Qu'est-ce que ça veut dire d'aller pointer des élus qui jouent un rôle, en gros, basique de lanceuse d'alerte, de protestation, mais ô combien légitime, et leur dire
toi, tu dégages. Mais qu'est-ce que c'est que ces comportements, réellement? Parce que vous êtes deux, il y a votre collègue Raphaël Rémy-Leleu. Mais Emmanuel Grégoire, pas plus tard que dans un article du Parisien, là, il y a quelques jours, assume votre éviction. Les conditions ne sont pas réunies pour qu'une majorité vote pour leur nomination dans les différentes instances de Paris. Il assume, en fait. Oui, vous vous êtes parlé? Oui, bien sûr. Non, on a pu se parler. Mais je veux dire... Avec Emmanuel Grégoire en tout cas, avec Anne Hidalgo, je lui ai envoyé un exemplaire du livre gentiment dédicacé, parce que parlons, mais discutons. Sauf que moi, ce que je vois derrière et ce qui me pose problème, c'est à quel point ces personnes-là, et c'est encore le cas quand même, beaucoup du Parti socialiste aussi, sont une force de blocage dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a tout un système politique, et ça va évidemment bien au-delà du Parti socialiste, c'est exactement la même chose quand on voit ce qui se passe au gouvernement, la position de Gérald Darmanin, et il y a toutes ces personnes qui verrouillent absolument la société française au niveau politique, qui soit ne comprennent absolument rien, soit font semblant de ne pas comprendre, peu importe finalement. Mais ce que je vois, c'est que leur opposition frontale, méchante, mauvaise, en fait, moi, c'est pas très grave. Je veux dire les titres, là, que j'ai pas le droit, des organismes, à la limite, peu importe. Mais c'est ce que ça signifie en termes de non, vous n'allez pas venir nous emmerder dans la sphère du pouvoir politique avec vos histoires de féministes. On disait vos histoires de bonnes femmes avant. Et c'est exactement ça qu'est en train de faire. Donc, moi, j'espère qu'évidemment, ce que je comprends pas, c'est qu'ils reviennent pas à la raison, quoi. Enfin, c'est pas grave. Bon, vous vous êtes planté, il y a eu une erreur, vous avez fait n'importe quoi avec cette histoire de standing ovation et de soutien à Christophe Girard, vous n'avez pas écouté ce que vous disaient les féministes. Et alors, une fois que c'est comme ça, c'est pas grave de dire on s'est trompé, redéconstruisons et faisons ensemble, parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses à faire ensemble, justement. Moi, je n'ai pas du tout spécialement envie de partir de la majorité, ni personne chez Europe Écologie. Il y a quand même des choses super importantes à faire ensemble, mais là, il faut qu'un ensemble du champ politique, quand même, se mette un peu à la page et cesse de se faire les alliés des pires violences sexistes. Alors justement, là, vous parlez, vous dites, voilà, cette standing ovation, c'était il y a 2 mois, avec les infos qu'on avait. Depuis, on a des nouvelles. Marine, tu as publié de nouvelles infos sur Christophe Girard avec Antoine Rouget. Votre enquête intitulée « Au-delà de l'affaire Girard, l'aveuglement de la mairie de Paris », vous avez eu accès à de nouveaux documents embarrassant pour son ancien adjoint à la culture. Plusieurs points. D'abord, la proximité de Girard avec Matzneff, qui est bien plus importante que ce que Girard veut bien en dire. Oui, depuis 6 mois, Christophe Girard nous raconte que Gabriel Matzneff n'était pas son ami, c'est ce qu'il a dit sur France Inter, qu'ils ont dû dîner 3 ou 4 fois en 30 ans, que c'était finalement une relation sociale amicale comme il en a avec des centaines d'artistes. On s'aperçoit de toute autre chose, notamment dans des mails qu'on a pu consulter, échanger entre les deux hommes entre 2016 et 2020, dans lesquels on voit une grande proximité, dans lesquels on voit que Gabriel Matzneff l'appelle « mon cher ange gardien », qu'il y a des mots très affectueux d'amitié, il y a des évocations à des connaissances communes ou des événements privés pour certains. Et puis on voit aussi que Gabriel Matzneff a sollicité plusieurs fois Christophe Girard pour des interventions, pour une invitation, pour une autorisation à débloquer en préfecture, et que Christophe Girard, en tant qu'élu, donne suite à ces demandes, essaie de l'aider. Et puis il y a des contradictions qui nous ont beaucoup interrogés. Je donne un exemple très rapidement. C'est Christophe Girard lui-même qui nous donne l'information. En 2001, il demande à Gabriel Matzneff de ne pas venir à un meeting, il est candidat vert à Paris à l'époque, en 2001, de ne pas venir à un meeting de campagne parce qu'il va y avoir Daniel Cohn-Bendit qui à l'époque est pris dans une polémique et doit se défendre d'actes pédophiles avec le ressurgissement de ses écrits datés de 75. Donc pourquoi, s'il ignore tout à l'époque de la pédophilie de Gabriel Matzneff, qui était dans ses livres, qui était dans son image publique, qui était dans ses interviews, pourquoi finalement ne pas vouloir l'amener dans ce meeting où il y a une polémique autour de Daniel Cohn-Bendit? Ça, c'est une question qu'on lui a posée. Il n'a pas répondu, évidemment. Mais en tout cas, c'est à 10 000 lieues de ce qu'il a bien voulu dire publiquement. Donc ce décalage nous a intéressés. Gabriel Matzneff le soutient encore en juillet 2020, au moment de la standing ovation. Le même jour, il l'écrit à Christophe Girard, qui cette fois-là n'a plus répondu. Autre révélation, oui, donc il y a des infos sur la proximité qui est bien plus importante que ça, et puis sur la façon dont Matzneff, finalement, peut faire à Christophe Girard plein de choses qu'il lui demande, en fait. Oui, alors Christophe Girard se défend, il dit qu'il a eu 0 traitement de faveur, qu'en tant qu'élu, il faut répondre aux gens, il faut donner suite, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que par exemple, pour un carton d'invitation que demande Gabriel Matzneff à Bruno Julliard, qui à l'époque est adjoint à la culture, Bruno Julliard ne répond pas, alors Gabriel Matzneff va passer par Christophe Girard, qui lui va appeler le directeur du Petit Palais, le musée où il y avait cette exposition, et lui débloquer un carton d'invitation. C'est des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui montrent qu'on est dans un décalage avec les déclarations publiques de Christophe Girard,
Girard. On voit qu'il y avait une amitié suivie et quand même existante entre les deux à rebours des déclarations de Christophe Girard. Autre révélation, les nombreux privilèges accordés à Christophe Girard. Oui, alors d'ailleurs, un ancien élu de la ville de Paris qui a beaucoup côtoyé Christophe Girard nous dit qu'il voulait avoir tous les attributs du pouvoir. Et nous, notre enquête, qui s'appuie sur de nombreux documents, de nombreux témoignages, elle montre qu'effectivement, il avait un peu des caprices, c'est les mots qu'ont employés certains de nos interlocuteurs, de chauffeurs attitrés, là où les autres adjoints, eux, pouvaient puiser dans un pool de chauffeurs, mais ils n'avaient pas de chauffeurs attitrés. Alors Christophe Girard se défend en disant qu'il avait besoin de porter des dossiers lourds, il avait besoin de se rendre à des concerts, à des événements. Sauf que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Depuis sa démission, sa successeur, qui s'appelle Karine Roland, elle n'a pas de chauffeur attitré. Les chauffeurs sont rentrés dans le pool de chauffeurs. Donc, fin de ce privilège-là. Et les services administratifs ont alerté sur des heures supplémentaires effectuées par ces deux chauffeurs. Donc, il y avait visiblement un problème. Et puis, dernier point, l'agent de sécurité. On découvre que pendant des années, Christophe Girard, adjoint à la culture notamment, avait un agent personnel de sécurité payé par la ville. On nous a dit qu'Anne Hidalgo lui avait demandé de rendre cet agent de sécurité. Lui dit l'avoir rendu de lui-même en 2012. En tout cas, ce sont des privilèges comme ça qui, ajoutés, posent question à des moments où les symboles sont importants dans des budgets serrés et notamment sur les frais de fonctionnement. Et enfin, votre enquête révèle donc des comportements plus problématiques avec des collaborateurs, comportements qui ont été signalés au secrétariat général de la ville. Oui, alors on démontre qu'il y a eu plusieurs alertes au secrétariat général de la ville depuis 2018, en tout cas de manière assez répétée sur différents aspects, mais notamment beaucoup de gens ont porté à notre connaissance l'état de l'ex-chef de cabinet de Christophe Girard, qui était, d'après les témoignages qu'on a recueillis, livide, qui pouvait pleurer en quittant l'hôtel de ville le soir, qui faisait face à des colères injustifiées et une certaine violence au sein du cabinet dans ses années de travail. On nous a alertés sur un certain nombre de cas. On a pu vérifier des éléments, avoir notamment des documents qui montraient qu'effectivement des alertes avaient eu lieu. La question qu'on a posée évidemment à la mairie de Paris, c'est qu'est-ce que sont devenues ces alertes répétées, notamment depuis 2018. Et là-dessus, on n'a pas eu de réponse. Et pas eu de réponse sur les nombreuses questions que vous avez adressées avec Antion à Anne Hidalgo. Une soixantaine, je crois. Oui, une soixantaine sur 36 points précis. D'abord, on a demandé un entretien à Anne Hidalgo en disant on veut entendre votre version des faits, on veut recueillir vos réponses. Ça a été un non ferme et immédiat. Ensuite, on a donc envoyé une soixantaine de questions. On n'a reçu aucune réponse. Donc, la mairie de Paris, les différents services et Anne Hidalgo n'ont pas souhaité nous répondre. Et c'est dommage parce qu'il y avait quand même beaucoup de questions qui permettaient de s'interroger pourquoi la mairie de Paris a toutes ces alertes. Et en même temps, en juillet, eh bien, on s'aperçoit que Christophe Girard est maintenu au poste d'adjoint dans l'exécutif parisien. Qu'il est même d'ailleurs, c'est une autre de tes révélations, c'était en juillet, qu'il y a même un dîner aux frais de la ville entre Matzneff et Girard le 23 juillet, que Anne Hidalgo signale au parquet de Paris, avant le lendemain de permettre la standing ovation au Conseil de Paris. Donc nous, on a aussi eu envie, pour essayer d'insister, d'aller poser nos questions. C'était samedi dans le 17e arrondissement de Paris. C'est drôle d'ailleurs. Elle assistait à une cérémonie d'hommage à une femme résistante, Solitude, qui a lutté contre l'esclavagisme, qui était en son temps un combat minoritaire, hein, comme quoi. Mais Anne Hidalgo n'avait pas vraiment envie de nous répondre, là non plus. Madame la maire, bonjour. Pourquoi vous ne répondez pas aux questions de Mediapart sur Christophe Girard? On y va? Oui. Est-ce que vous regrettez la standing ovation que vous avez permise dans l'enceinte du conseil municipal alors que vous signaliez un dîner entre Matzneff et Girard au parquet? Bon, raté pour cette fois. Alice Coffin, on a l'impression qu'il y a une gêne à parler de Christophe Girard. Alors, dans votre livre, vous dites je ne tape pas sur les femmes, c'est une règle, j'entends bien. Dans le cadre précis de Christophe Girard, politiquement, qu'est-ce que ça signifie, ce soutien indéfectible d'Anne Hidalgo? Est-ce que son amitié, elle passe avant le combat féministe dont elle se réclame, avant l'intérêt général dont elle se réclame aussi? Je ne suis pas dans la tête d'Anne Hidalgo, mais ce que ça signifie, c'est au-delà de sa personne, parce qu'il y a beaucoup d'autres politiques qui sont concernés en France, c'est que ces questions-là ne sont absolument pas prioritaires. Elles sont en fait quantité négligeable. C'est-à-dire que ça n'intervient pas finalement suffisamment fort dans le choix de la désignation de tel ou tel exécutif. Et c'est ça qui est très grave. Et c'est loin d'être cantonné à la mairie de Paris, mais puisque moi je suis élue à la mairie de Paris, je continuerai à protester beaucoup contre ça. Bon, alors, on revient à votre livre. Il est le fruit d'un travail de plusieurs années mené en France et aux États-Unis. Aux États-Unis, vous puisez pas mal de votre matière et d'exemples qui vous semblent vertueux. Par exemple, un des comparatifs que vous faites, c'est la placardologie, qui est une sorte de mal bien français. Vous parlez même de conspiration, vous citez pour maintenir les homosexuels au placard. Ouais.
Donc la placardologie, c'est le fait, c'est tout ce qui incite plutôt les gays ou les lesbiennes, les personnalités publiques gays ou lesbiennes, à pas en fait révéler publiquement qu'ils sont gays ou lesbiennes. Et c'est un cas très spécifique en France, c'est-à-dire qu'on a beaucoup, comparé à d'autres pays dans des situations juridiques, légales, comparables en termes de protection face à l'homophobie, on a énormément plus de personnalités publiques en France qui restent au placard. Pourquoi c'est pas de la vie privée? Pourquoi quand on vous oppose c'est de la vie privée, vous dites non, c'est politique? Parce que dans beaucoup de cas, l'hétérosexualité relève de la vie publique. Vous aurez très régulièrement des affiches de couples hétéros en une de Paris Match ou d'autres magazines. Parce que je travaille, moi, sur le rôle des journalistes aussi, toujours par rapport à ça, et sur le fait qu'eux contribuent à effectivement verrouiller les portes du placard. Et il n'y aura aucune gêne à demander à une personne hétéro comment va son compagnon, sa compagne, alors que ça sera motus et bouche cousue, même s'ils savent, moi, parce que j'ai fait des enquêtes là-dessus, il peut y avoir le compagnon de tel acteur dans une loge à côté. Ça ne va pas être dit dans son portrait, c'est-à-dire que ça sera tu, sans même, j'allais dire, une demande parfois de la personnalité publique. Donc il y a aussi tout ce rôle que les journalistes jouent ça, avec cette gêne qu'ils peuvent avoir de ne pas dire, ne pas savoir, et avec un comportement extrêmement différent selon que les personnes sont hétéros ou pas. Et après, ça contribue à les invisibiliser, les personnes homo. Ouais, et puis ça aide pas non plus, parce que je dis pas que c'est simple de faire son coming out. Par ailleurs, il y a beaucoup d'autres raisons. Votre question sur la vie privée, c'est exactement le souci. C'est-à-dire que je pense qu'on a une conception différente en France de la délimitation entre vie privée et vie publique que d'autres pays, et qui s'applique à d'autres problématiques que le coming out, mais en l'occurrence, ça a un impact sur le fait de ne pas faire son coming out. Ça s'applique par exemple aux histoires de violences sexistes. On l'a vu au moment de l'affaire Dominique Strauss-Kahn, par exemple, immédiatement en France, on est ramené, et c'est pareil aussi pour MeToo, très souvent à une question de vie privée. C'est de l'ordre de la vie privée. Des arguments qu'on n'entend pas dans d'autres pays et qui sont liés en fait à cette problématique. Sur le rôle des journalistes, vous interrogez aussi le concept de neutralité. Pour vous, ça n'existe pas, la neutralité là. C'est une prétendue neutralité des médias. La première question, le premier reproche, en fait, le plus gros reproche presque, on a l'impression qu'on peut vous adresser quand vous êtes journaliste, c'est de dire non mais toi t'es pas neutre, tu n'es pas neutre. Or, moi, j'estime que cette question, cette sacralisation de la neutralité, elle est non seulement fallacieuse, mais elle est dangereuse aussi. C'est-à-dire que la neutralité, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de dire à l'association des journalistes LGBT. C'est la subjectivité des dominants, finalement. On dit « et neutre », tout le monde n'a pas le droit d'être neutre. Tout le monde ne peut pas s'arroger la question de la neutralité. Moi, on m'a beaucoup dit que j'étais pas neutre en tant que lesbienne, en tant que militante féministe. Ce qu'on n'aurait certainement pas dit, j'en sais rien, moi, un journaliste divorcé qui devait traiter des statistiques du divorce en France. Alors que moi, on m'a vraiment interdit de traiter de sujets ayant trait, selon les mots à l'époque, à l'homosexualité, parce que j'étais lesbienne. Donc où est-ce que ça situe, cette question de la neutralité ? Mais vous dites, vous allez même plus loin, parce que vous dites je n'aurais pas été une aussi bonne journaliste si je n'avais pas été activiste. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse se dire mais une personne qui est militante sur un sujet ne peut pas écrire dessus car elle va être jugée partie ? Est-ce que ça reste Non, parce que pour moi, c'est complètement différent. Et d'une part, quand on est militant sur un sujet ou très intéressé par un sujet, en général, on a ce qui est quand même de plus précieux pour les journalistes, on a les meilleures sources, on a les meilleurs réseaux, on a les meilleurs contacts. Et donc, c'est bien que c'est une question de... Parce que vous savez, moi, j'étais longtemps journaliste à 20 minutes, et on m'interdisait de faire les sujets. En revanche, ça défilait devant l'ordinateur pour me dire « Alice, t'as pas un sujet là-dessus, qu'est-ce que t'en penses ?» Et finalement, ce que moi, je pensais, ça se retrouvait écrit dans les papiers d'autres. Donc, c'est uniquement une question d'affichage. Finalement, ça ne se ferait pas, ça ne serait pas bien vu de ne pas afficher un semblant de neutralité qui est en fait complètement, moi je pense, vraiment erroné et qui sert clairement les intérêts de certains à qui on ne reproche absolument jamais de ne pas être neutre. Le féminisme que vous développez, que vous proposez dans votre livre, est considéré comme radical, trop par certains, communautaire. Là encore, c'est différent aux États-Unis. Alors, en tout cas, il y a les nuances d'appréciation entre France et États-Unis, puis il y avoir des différences, mais ce que je trouve surtout, c'est que ce qui m'intéresse dans la conception du radical, où moi, j'ai pas l'impression de prôner des choses, j'ai l'impression de dire les choses, en fait. Et je crois que c'est tout ce qui se joue en ce moment. En fait, par exemple, si vous regardez un des mouvements les plus puissants du féminisme en France en ce moment, qui est le mouvement des colleuses, qui est ce qu'on voit sur les murs, qu'est-ce qu'elles font, les colleuses ? Elles disent une réalité. Elles l'écrivent en énorme, en grosses lettres, pour qu'on la voie, pour qu'on ne puisse pas y échapper. Et je pense que pour moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de
jusqu'où on peut dire quelque chose ou pas? Jusqu'où on peut dire oui, il y a une guerre des hommes contre les femmes? On peut le dire ou on peut pas le dire? Et ça réagit comment? Et moi je le dis, et c'est tout aussi éloquent. Je parlais tout à l'heure des réactions aux actions de la barbe qui sont aussi importantes finalement que les actions elles-mêmes. Et là, les réactions quand on dit ça, alors que je pose une réalité sur n'importe quel sujet. Oui, il y a un massacre des femmes tous les jours. C'est pas... J'invente rien, je veux dire. Il y a plein de choses que vous dites qui vont loin. Quand vous écrivez, c'est une référence, mais vous écrivez « L'hétérosexualité des femmes reste pour moi un douloureux problème ». Quand vous êtes à côté de pancartes où il y a écrit « Pédolande » pour parler de la mairie de Paris, ou adjoint de la culture du viol pour parler de Girard, quand vous dites sur un plateau télé à propos de la PMA « Ne pas avoir un mari, ça m'expose à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée ». Mais qu'est-ce qui est violent? Enfin, non, mais question. On doit comprendre que vous souscrivez mot pour mot au sens propre à tout ce que vous dites, ou il y a une espèce de technique de l'électrochoc? Non, je souscris par ailleurs. Ça m'a fait rire parce que quand tout le monde s'est fait oh, mon Dieu, ne pas s'exposer, les propos dans cette vidéo aimablement tronqués par certains élus, ça, je l'assume complètement et c'est même développé dans le livre. Et là encore, enfin, il faut que renseignez-vous, éduquons-nous, regardons en face quels sont les chiffres. Je sais qu'ils sont terribles. Je sais qu'ils sont terribles et je sais qu'ils sont traumatisants quand on ne travaille pas dessus, comme c'est mon cas quotidiennement. Mais la guerre, cette guerre-là qui est menée contre les femmes, ce massacre-là quotidien, il est terrible et il mérite d'être dit. Parce que je veux dire, sur le fait de ne pas s'exposer, je conseille à tout le monde, il y a un très bon podcast en ce moment sur Louis Média de Charlotte Puslowski autour de l'inceste, sur justement, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les violences intrafamiliales ou comme c'est dit, une écrasante majorité exercée par des hommes. C'est une réalité, je dirais. Donc, tant qu'on n'arrive même pas à la dire, ça c'est toute la puissance en fait du système patriarcal. C'est-à-dire que non seulement il y a des violences massives, une oppression massive, mais en plus il y a un arrangement pour que surtout on ne puisse pas les dire. Parce que surtout en plus, quand on se permet de les formuler, de les édicter, de dire voilà ce que vous faites, on soit encore plus mis au pilori. Donc c'est vraiment très pernicieux et efficace. Et alors, sur toutes ces violences, il y a une phrase qui est page 224 de votre livre qui dit, enfin, vous écrivez « Je ne sais pas si je mourrais sans avoir blessé un homme ». Ouais. Elle est terrible, cette phrase. Vous n'avez pas l'air violente. Non, mais c'est pas... Vous êtes dans le combat par la parole, par des actes drôles et acides, la barbe. Et vous écrivez, quand même, Je ne sais pas si je mourrais sans avoir blessé un homme ». Mais précisément, c'est une interrogation, mais qui est pas très nouvelle dans le féminisme non plus. Vous n'êtes pas toute seule à dire ça. Ben non, mais comment ça se fait? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui joue en fait justement dans ces exactions-là quotidiennes, dans la façon dont on se fait trucider, violer, tuer, enfin vraiment, c'est ça quoi, le quotidien. Qu'est-ce qui joue là-dedans qu'en fait, en face, ça répond pas? Ça ne riposte pas. Dans quel genre de conflit, depuis des siècles et des siècles et des siècles, une même population se ferait systématiquement attaquer par une même autre population et jamais ne prendrait les armes, jamais ne répondrait. C'est le cas. Je me pose juste des questions, en fait. Ça m'interroge énormément et c'est ça ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre et de déconstruire à fond ce système-là par le plus de portes d'entrée possible. Et pour conclure très vite, les hommes peuvent-ils entendre? C'est une question que vous posez depuis que vous avez écrit. Ouais. Vous avez la réponse ou pas? Ouais, alors c'est... Vous êtes optimiste ou pas? Non, mais oui, non... Vous voulez quand même appeler votre livre Misandre? Quoi? Alors ça, je sais pas, c'est pareil, si vous pensez, c'est une provocation, mais c'est... Voilà. Non, mais c'est vrai. Ça va se faire avec eux? Non, mais je pense qu'il faut dire... mais eux, ils font... Non, cette question, elle doit vous agacer, mais ça va se faire avec eux? Mais c'est à eux de dire. C'est certainement pas à moi de dire. En tout cas, là, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, quoi. Évidemment, mais enfin, je veux dire, c'est pas du tout... c'est pas à moi de répondre à ça. Je veux dire, c'est quand même à eux de constater des gars, de travailler sur eux-mêmes et puis d'agir en conséquence. Enfin, c'est quand même pas... Nous, on se contente de dire, on se contente de montrer. Merci Alice Coffin, vous restez avec nous. Ouais. On part en Thaïlande. Bonjour Laure, tu es à Bangkok où des manifestations contre la monarchie et la junte au pouvoir s'enchaînent. Je te vois dans l'écran, s'enchaînent depuis mi-juillet. La prochaine de ces manifestations, c'est dans quelques jours, ce jeudi. Les manifestants veulent changer en profondeur leur société. Qui sont-ils d'abord, ces manifestants ?
Alors c'est un mélange d'étudiants, de députés de l'opposition et d'activistes vétérans. Donc le mouvement, il est parti des universités et des lycées de Bangkok. Alors les jeunes, ils ont commencé à protester contre les abus dans le système scolaire public. Donc c'est les punitions corporelles, c'est un programme très nationaliste, c'est une hiérarchie très stricte. Ils se sentent pas du tout représentés par le gouvernement de la junte militaire. Leur parti favori, Future Forward, a été banni du Parlement en février. Et ils ont très peur pour leur avenir parce que la situation économique s'est beaucoup aggravée dans le pays depuis la pandémie. Donc là, on voit dans la cour des écoles tous les matins pendant l'hymne national des élèves aussi jeunes de 15 ans qui lèvent 3 doigts en signe de résistance. Et puis très vite, on a vu dans les manifestations des militants de l'âge de leurs grands-parents qui ont rapidement fait grossir les rangs. Donc ça, c'est des héritiers des mouvements communistes des années 70 et surtout beaucoup de chemises rouges qui sont affiliés à Thaksin Shinawatra. Donc cet ancien Premier ministre, il a été renversé par un coup d'État en 2006. Il était très apprécié des classes populaires rurales et ces réseaux militants sont encore actifs. Alors quelles sont les priorités de ce nouveau mouvement ? Alors les jeunes, ils ont d'abord commencé à parler de tout ce qui les étouffe. Donc c'est les atteintes aux droits des femmes et des personnes LGBT+, c'est la conscription militaire pour les garçons, c'est la corruption des élites, il y a aussi les pressions sur des minorités ethniques et religieuses ou encore le phénomène très effrayant dans la région, c'est la disparition tout simplement d'activistes critiques du régime. Donc finalement, sur le modèle de Hong Kong, ils se sont accordés sur 3 demandes claires à présenter au gouvernement. Donc à la sortie d'une de ces convocations par la police, il y a l'activiste Pai Dowdin qui nous a résumé ces demandes. มีครับใช่ไหมครับทุกคนเห็นปัญหาเดียวกันทุกคนเห็นศัตรูคนเดียวกันและในเชิงวิธีการมันก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเติบโตของกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นความหลากหลายใช่ครับมันอาจจะมีหลายวิธีการหลากหลายอะไรแต่ว่าหลักการมันมีอันเดียวคือต้องการประชาธิปไตยต้องการที่จะให้รัฐธรรมนูญมาจากประชาชนอันนี้เห็นตรงกันต้องการให้รัฐบาลลาออกยุบสภาใช่ไหมครับ Alors, pour rappel, alors, ce jeune activiste a été emprisonné pendant 2 ans et demi alors qu'il était étudiant pour lèse-majesté. Il avait simplement partagé un portrait du roi par la BBC sur sa chaîne Facebook, sur sa page Facebook, pardon. C'est bien ça, le problème central, c'est la monarchie qui est la revendication la plus controversée. Oui, alors ils ont osé exiger publiquement une réforme de la monarchie toute puissante. Il faut savoir, l'identité officielle de la Thaïlande repose sur 3 piliers traditionnels. Donc c'est la nation, représentée par l'armée, c'est la monarchie et c'est la religion bouddhiste. Et ces 3 institutions se garantissent mutuellement le pouvoir. Donc quand les gens y voient le roi Rama X, qui a succédé à son père en 2016, vivre dans un palace en Bavière tout en concentrant les richesses nationales sur ses comptes personnels, ça devient très difficile d'accepter ce statu quo dans la société. Donc c'est un avocat spécialisé dans les droits humains qui s'appelle Anand Nampa qui a brisé ce tabou pour la première fois en public début août sur une scène. กระแสของการตื่นตัวเนี่ยมันก็จะต่างกันเพราะว่าอย่างสมัยรัชกาลที่9เนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เป็นครั้งสำคัญเนี่ยก็จะมีบทบาทของสถาบันกษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนราชการแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนกฎหมายหลายฉบับซึ่งเป็นการขยายพระราชอำนาจอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรบงบประมาณของสถาบันกษัตริย์นะครับพรบการจัดการส่วนทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซึ่งมันมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วคนเริ่มตั้งคำถามตั้งแต่ที่องค์ในหลวงของเราเนี่ยเสด็จไปอยู่ที่ประเทศเยอรมันอย่างใช้เวลามากกว่าในประเทศเนี่ยผ่านรัฐสภาดีสุดนะครับเพราะว่าทุกข้อเสนอที่เราเสนอไปเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาผ่านทางรัฐสภาได้นะครับเช่นการแก้รัฐธรรมนูญให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันกษัตริย์ที่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ Alors pour l'instant, le gouvernement a prévenu que cette discussion était hors de question. Oui, et donc pour maintenir la pression, le 19 septembre, il y a le Front Uni de l'université Thammasat qui a organisé une grande manifestation dans le parc Sanam Luang. Donc ça, c'est en face du Palais Royal à Bangkok. Donc pendant une nuit de discours qui a duré 9 heures d'affilée, ils ont appelé à la désobéissance civile et ils ont rappelé toutes ces demandes de réforme. Et donc à l'aube, il y a un groupe d'activistes qui a cimenté une plaque dans le sol du parc avec ce message. En ce lieu, le peuple a déclaré sa volonté. Ce pays appartient au peuple et n'est pas la propriété du monarque comme il a été faussement prétendu. Donc ça, c'est le même message qui se trouve dans la déclaration du Parti du peuple qui a mené une révolution en 1932 pour mettre fin à la monarchie absolue. Donc les manifestants s'inscrivent dans cette histoire. Et ils manifesteront donc à nouveau jeudi. Une dernière question, Laure, en quoi c'est difficile de travailler en tant que journaliste en Thaïlande sur ces manifestations ou sur la monarchie même en particulier ?
Alors, s'il y a des reportages jugés trop critiques, des médias peuvent se voir refuser l'accès à certains événements, certains endroits du pays. On peut être poursuivi en justice. Il peut y avoir des difficultés à renouveler le visa annuel pour les étrangers. Les journalistes thaïlandais peuvent être intimidés, perdre leur emploi. C'est rare, mais il y a eu des journalistes blessés et tués lors de manifestations précédentes en Thaïlande. Et surtout, nous sommes tous tenus de respecter cette stricte loi de lèse-majesté. Donc, c'est quand même des peines jusqu'à 15 ans de prison. Et il y a de fortes pressions pour s'auto-censurer sur tout ce qui concerne l'institution monarchique. Donc en même temps, on est dans un paradoxe, car ça, c'est la plus grande bombe à retardement politique depuis les années 70. Donc la plupart d'entre nous estiment que c'est quand même de leur devoir de rendre compte des demandes des manifestants. Et alors, bon courage pour ça. Laure, tu nous rendras compte de ces revendications dans Mediapart. On te lit donc dans Mediapart, Laure Sigel. Bonne nuit, bonne soirée, bonne nuit à Bangkok. À bientôt. Alice Coffin, comment l'activiste que vous êtes voit ces manifs en Thaïlande empêchés par un régime qui ne supporte pas la critique ? Ce qui est très intéressant dans ce qui a été dit, c'est que justement, c'est le poids aussi des activistes féministes, LGBT dans ces mouvements-là, où on voit qu'il y a une homologie, en fait, ce que j'essaie de montrer dans le livre, entre pouvoir et masculin. Pouvoir et masculinité, c'est la même chose qu'on retrouve dans d'autres mouvements, comme ce qui se passe en Biélorussie, en ce moment, emmené par des femmes, ou d'ailleurs, on déplore l'arrestation vendredi dernier d'une activiste lesbienne, mais on retrouve à Hong Kong, une des figures de proue était la chanteuse Denise Ho, une chanteuse lesbienne. On voit l'incarnation au Brésil de la lutte contre Bolsonaro, c'était Marielle Franco, conseillère municipale lesbienne assassinée. Donc on voit qu'à chaque fois, maintenant, ces mouvements-là, de toute façon, ça va de soi que ce pouvoir-là et la masculinité, il y a une homologie, il y a un combat global à mener là-dessus. Est-ce que vous avez lu Mediapart ces dernières 24 heures ? Est-ce que j'ai lu Mediapart ces dernières 24 heures ? Parce que... Ah, c'est presque une interro. Non, pour rien, parce qu'on passe aux 24 heures Mediapart. Ah. Alice Coffin, si vous n'avez pas lu Mediapart, je vous fais un résumé. Signalons d'abord cette enquête de Dan Israël sur les APC. APC pour accord de performance collective, ce mécanisme permet de modifier le salaire, le temps de travail ou le lieu de travail des salariés. L'objectif officiel est la sauvegarde des emplois, mais la réalité montre qu'il s'agit aussi d'une façon de favoriser les licenciements. C'est diabolique. Restons dans la crise sociale, crise sanitaire, la carte des plans sociaux établis par Mediapart. Au 27 septembre, on dénombre près de 50 000 emplois concernés dans 137 entreprises, dans 57 départements. Et ça ne fait hélas que commencer. Et puis notre partenaire Médiacité Toulouse, sous la plume d'Emmanuel Riondé, revient sur l'été sanglant dans la cité des Isards à Toulouse. Un reportage entre vendeurs de drogue et habitants touchés par le chômage et la pauvreté. Ce n'est pas gai, mais c'est nécessaire de lire tout ça. Merci Alice Coffin d'être passée pour votre première interview sur le génie lesbien dans Mediapart, vidéo je veux dire. Voilà, c'est chez Grasset, ça sort le 30 ça sort septembre. Mercredi, ouais. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est quoi, c'est un manifeste féministe, on peut dire? C'est des années de travail. C'est des années de travail. Des années de travail. Alors, allez lire, lisez-le, c'est intéressant, c'est très intéressant. Merci d'être passé dans À l'air libre. Demain, c'est Mathieu Magnodex qui est aux commandes. Rendez-vous même heure, même endroit, 19h sur mediapart.fr. Bonne soirée.